Bienvenue dans Une page à la fois, le podcast des auteurs soucieux de construire une pratique durable et qui leur ressemble. Vous faites maintenant partie d'un petit groupe d'auteurs qui essaient de transformer la vie de leurs lecteurs à travers des livres pensés pour donner une expérience mémorable aux lecteurs et les submerger d'émotions. Mais parce que le système repose sur l'exploitation des auteurs, nous cherchons à travailler différemment. Nous devons être plus malins. Nous le faisons à travers une pratique consciente et audacieuse, et ce podcast vous donne un aperçu de la vie quotidienne d'un auteur indépendant. Prêt ? On est parti. Comme on en a parlé hier, il y a une certaine inévitabilité de l'échec dans la vie, et puis dans les projets créatifs. Et certains des projets dans lesquels vous vous investirez n'iront pas au bout. C'est-à-dire qu'ils seront soit jamais finis, soit qu'ils rentreront pas à leur public. Et ça, c'est pas un problème. Ou plutôt, ça ne devient un problème que si vous utilisez cette réalité comme une preuve que vous n'êtes pas fait pour ce boulot. Comme une raison de ne pas écrire, de ne pas tenter la publication, de ne pas lancer un nouveau projet quand celui sur lequel vous venez de travailler a échoué. Si vous vous dites « je vais commencer quelque chose », et ça peut échouer, ou j'ai fait un projet et il n'a pas fonctionné, donc ça veut dire que je suis pas fait pour ce travail, donc ça veut dire que j'ai pas de talent, donc ça veut dire que ça sert à rien de continuer à écrire, là ça devient un problème. Parce qu'en fait c'est nier la simple réalité que tous les projets fonctionneront pas. Et que ça fait partie du job d'accepter ça. Il ne s'agit pas pour autant de bâcler le travail. Il ne s'agit pas de dire « je vais faire les choses à moitié et prendre ce qui fonctionnera et puis me laisser porter par ça ». Il s'agit au contraire de dire « je vais me donner à fond et me battre pour chaque projet et accepter l'issue de mon travail ». Et ne pas me laisser détourner de mon cap quoi qu'il arrive. On a parlé il y a quelque temps de vision, d'objectifs, d'horizon à suivre. Si votre cap c'est d'écrire tous les jours par exemple, vous écrivez tous les jours, même si vos livres se plantent, même s'ils réussissent au-delà de tout espoir. Il y a aussi cette notion-là, c'est-à-dire que ce que je dis de l'échec, ça vaut aussi de la réussite. C'est pas parce que certains projets vont fonctionner qu'il faut que cette réalité des projets qui fonctionnent vous détourne de votre pratique et de la régularité de votre pratique. Si Stephen King est Stephen King, c'est parce qu'il n'a pas laissé le succès le détourner de sa routine d'écriture. Il le dit, il a écrit tous les jours un certain nombre de mots depuis le début de sa vie, peu importe ce qui se passe autour. L'échec, il fera partie de votre vie créative. Une copine un jour, elle m'a dit qu'aucun de ses textes n'avait jamais été refusé, qu'elle n'avait jamais reçu une lettre de refus. À quoi j'ai répondu, peut-être que tu n'envoies pas assez de textes. Parce que si on prend des risques, si on ose l'écriture, si on ose présenter ses textes, il y en a forcément qui ne fonctionneront pas. C'est-à-dire qu'on ne se met pas de frein. On va à fond même dans quelque chose qui est très incertain. Il y a un certain instinct de protection en nous qui nous éloigne spontanément du risque de l'échec. Et pour construire un semblant de carrière, il faut contrarier cet instinct. Il faut aller à son encontre. Pour ça, il faut qu'on apprivoise des sensations désagréables, ces sensations qui accompagnent le refus d'un texte, qui a un certain sentiment d'humiliation, ou en tout cas de honte, de doute que ça fait monter sur nos capacités, le deuil que ça demande de faire d'une certaine idée qu'on se faisait du projet. Il faut accepter ces sensations désagréables qui accompagnent la manière dont un refus écaille notre rêve. Tout ça nous ramène à cette idée de rencontrer la réalité. Parce qu'il y a un seul moyen de jamais écorcher notre rêve, c'est juste de continuer à rêver, de rester dans le rêve, de rester devant son ordi, de se dire « j'aimerais tellement être édité ». Oh, un jour je serai édité, un jour j'écrirai mon roman. Et de retravailler de la même page 10, 12, 100 fois sans jamais dire « ok, c'est fini, je tente le truc ». Quand on reste dans le rêve, on peut se donner l'illusion d'agir, c'est-à-dire qu'on fait des choses, mais on agit dans le vide. Ce qu'on fait ne nous fait jamais avancer réellement. On se fait croire qu'on progresse, mais en réalité on stagne. Le seul moyen de progresser, c'est d'aller à la rencontre de la réalité. De dire, ça y est, j'écris mon livre. Concrètement, je me mets devant l'ordi et je tape, et des fois ça sort pas, et je sais pas quoi faire de ça, et des fois ça sort et c'est pas bon, et je sais pas quoi faire de ça. Et des fois ça sort et c'est bon, mais je sais pas non plus quoi faire de ça. C'est ça aussi, réaliser un rêve. Et pareil, une fois que le livre est fini, c'est l'envoyer, le montrer, se dire, ok, je sais pas ce qui va se passer. Un rêve qu'on réalise, il sera forcément écorché. C'est très rare les histoires où quelqu'un s'imagine, les histoires de la vie, où quelqu'un s'imagine un destin et vit exactement ce destin comme il l'avait imaginé, sans aucune déconvenue, sans aucune déception, sans aucun réajustement du réel. Et là, je parle du négatif, mais il y a aussi du positif. En rencontrant la réalité, on rencontre aussi souvent mieux que ce qu'on avait rêvé. On noue des amitiés imprévues, on visite des lieux qu'on n'aurait pas imaginé visiter. Et puis surtout, il y a cette texture du réel qui n'est pas présente dans le rêve. Ce truc indicible qui fait que le tangible a une autre saveur que le virtuel. Mais c'est rarement cette perspective du mieux qui nous retient, soyons honnêtes. C'est plutôt notre réticence à laisser entrer la réalité dans notre rêve qui nous bloque, avec tout ce que la réalité peut avoir de râpeux, de granuleux. Le réel, c'est comme un cousin éloigné et rustre qui arrive, qui piétine nos hortensias, qui parle fort, qui prend toute la place dans le canapé, qui pille notre frigo et notre placard et laisse ses emballages vides sur place. C'est cette personne qu'on peut pas vraiment mettre dehors
parce qu'elle est de la famille et qui bouscule nos habitudes et qui bouscule notre confort. Mais c'est aussi une personne d'une générosité extrême. C'est lui qui, quand on rentre le soir, a préparé un délicieux plat qui embaume la maison. C'est lui qui achète des fleurs pour égayer notre intérieur, qui nous amène faire un tour de barque sur le lac à côté de chez nous. On n'a jamais été parce qu'on n'a jamais le temps. C'est ça le réel. Il ne s'agit pas ici de dire que vous réaliserez tous vos rêves de grandeur. Tout le monde ne va pas devenir Marc Lévy. Il y a probablement dans l'histoire du monde un seul romancier français dont le roman sera adapté par Steven Spielberg. C'est pas la question. Il s'agit au contraire de dire qu'en sortant de ce qui vous semble sûr, en sortant du confort de faire des choses qui sont maîtrisées, contrôlées entièrement, en prenant le risque de faire lire votre travail, par exemple, en osant surmonter les nombreux refus, en améliorant sans cesse à la fois votre style, mais aussi votre culture de l'écriture et aussi votre routine de travail, vous accédez à des expériences qui peuvent réjouir votre cœur. Oui, certains de vos textes seront publiés, vous rencontrerez des lecteurs, vous verrez votre nom dans une librairie, vous sentirez surtout la fierté d'avoir transformé une idée qui est à la base seulement une décharge d'électricité entre deux neurones, un truc qui n'existe pas. Vous aurez transformé cette idée en livre, un objet tangible que les gens peuvent manipuler et peuvent lire. Et pour parvenir à cette réalité-là, pour sortir du fantasme-là, de vous dire un jour j'aurai écrit un livre, mais pour effectivement finir un bouquin et le tenir entre vos mains et le faire lire, et si vous avez déjà réalisé ça, pour aller encore plus loin et le faire lire à encore plus de gens et être publié dans une maison d'édition encore plus prestigieuse et avoir encore plus de succès, pour tout ça, il faut intégrer la possibilité que ça ne marche pas. Et faire que ça vous soit égal. Ce ne sera pas égal à votre ego. Votre ego, il sera toujours heurté du fait que ça ne marche pas. Mais ça cessera de vous empêcher de travailler. Ça vous permettra de préciser vos intentions, d'affiner votre vision, de suivre votre cap. Quand ça ne marche pas, on se dit « Ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Comment est-ce que ça peut mieux fonctionner la prochaine fois ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi ?» Et en faisant ça, vous suivrez une priorité qui est le fait de finir vos projets et de poser cette action hyper vulnérable qui consiste à proposer un texte à quelqu'un. Parce qu'un texte qui reste sur votre ordinateur, un texte qui reste dans votre main, il sert à rien, il n'existe pas. Il existe pour vous, mais il ne peut pas vivre tout son potentiel. Son potentiel, il le vit une fois qu'il est lu par quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça peut être un proche, ça peut être un éditeur, ça peut être un concours, une revue, ça peut être quelqu'un de complètement inconnu qui trouve votre livre sur Amazon par exemple, ou sur votre site, ou dans une librairie. Ce qui peut nous retenir aussi dans le fait de prendre ces actions un peu vulnérables, c'est le fait qu'on ne sait pas à qui on envoie nos histoires. Et un livre qui arrive entre les mains d'un lecteur, c'est le texte inconnu d'un inconnu, lu par un inconnu à la sensibilité inconnue. C'est vrai quand on y pense. Et si on se représente l'échange qu'est la lecture de cette façon-là, je trouve ça assez beau. Quand je prends un livre que j'ai jamais lu encore, je ne sais pas ce que je vais y trouver. Je ne connais pas la personne qui l'a écrite, même si je peux peut-être avoir une idée de qui elle est, parce que j'ai déjà peut-être lu des choses d'elle. Mais je la connais pas, cette personne, en réalité. Et elle ne sait pas qui je suis. Et elle ne sait pas quelle est ma sensibilité de lecteur. Je trouve ça super beau, cette possibilité d'une rencontre comme ça. Cette idée qu'on communique quelque chose de très personnel, de très singulier, de très intime, dans une certaine mesure, et qu'on le confie à quelqu'un qui va le recevoir dans sa propre intimité, et qu'on n'a aucune idée de cette personne, de son expérience du livre. Même si elle nous en parle derrière, on n'a pas accès à ce qu'elle a vraiment vécu dans son intériorité. Donc on peut essayer de jauger la sensibilité de la personne sur la base de ce qu'on sait d'elle, si on l'a déjà rencontré, si c'est un éditeur, sur ce qu'il a publié déjà. Mais le meilleur moyen d'apprendre à connaître la sensibilité du lecteur, c'est d'envoyer des textes et d'ajuster à chaque refus, de dire « Ok, je vais essayer autrement ». Et d'essayer de comprendre ce que la personne qui est en face attend, ce qu'elle aime, ce qui la fait vibrer dans sa lecture. On fait ça avec nos lecteurs, on les écoute, on apprend ce qu'ils aiment, à force de lire leurs commentaires, à force de recevoir leurs mails, à force d'échanger avec eux, de discuter avec eux, de les écouter surtout. Et inconsciemment, après, dans les textes qu'on va écrire plus tard, on va intégrer cette dimension-là. On va essayer de leur donner ce qu'ils aiment. Parce que si écrire est un acte de communication, si c'est, comme je le crois, un cadeau qu'on offre avec beaucoup d'attention à quelqu'un à qui on désire faire plaisir, alors cette partie-là du travail, elle est indispensable. La partie qui consiste à apprendre à connaître l'autre, à apprendre ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, et à travailler à partir de cette connaissance, pour voir dans ses yeux l'étincelle du plaisir. Et ça n'enlève pas le risque d'échec, au contraire, ça le démultiplie. Je sais pas vous, mais moi, perso, j'ai beaucoup plus à cœur de trouver le bon cadeau pour quelqu'un que j'aime vraiment que pour quelqu'un qui me laisse indifférent ou que j'aime pas. Je suis beaucoup plus déçu quand le cadeau ne plaît pas, parce que ce que j'ai envie de faire quand je donne quelque chose à quelqu'un, quand j'offre quelque chose à quelqu'un que j'aime, c'est d'augmenter le plaisir de cette personne, de lui donner de la joie. Si c'est quelqu'un à qui je suis indifférent, je m'en moque en fait. Plus on apprend à connaître nos lecteurs et plus on apprend à voir le plaisir qu'ils prennent à lire nos livres, plus on prend de risques, parce que si on déçoit un lecteur qui nous aime déjà, la conséquence elle n'est pas la même que si on déçoit quelqu'un qui ne nous connaît pas. Donc n'allons pas croire qu'en avançant dans notre carrière, le risque d'échec diminue, au contraire il augmente.
Parce que les enjeux changent, les enjeux se déplacent. L'échec, il sera toujours là. C'est inévitable. Alors plutôt que d'en avoir peur, plutôt que d'en faire un obstacle, transformons-le en allié. Parce que l'échec, c'est la preuve qu'on est en action. Si mon texte est refusé, c'est que je l'ai présenté, c'est que je l'ai écrit, c'est que j'ai été à la rencontre de mon rêve. Elle est là, la vraie première réussite. Et le reste, c'est juste de la crème chantilly par-dessus. Voilà le dernier épisode de cette semaine, de cette partie. Je quitte les internets pendant une semaine. Je coupe les mails, je coupe le téléphone, je coupe le podcast, je coupe tout pendant une semaine. Je vous retrouve à mon retour. En attendant, si vous voulez vous inscrire à la newsletter, vous pouvez le faire sur cdd.anaël.email. Et si vous êtes intéressé par le fait de bosser sur un texte court, j'organise début mars, les 4 et 5, un stage d'écriture de nouvelles. Et toutes les infos sont sur anaëlverdier.com/nouvelles au singulier. Je vous souhaite une bonne journée et de bonnes vacances si vous en prenez. Ciao, ciao!